Bienvenue à tous, bienvenue à la 15e édition des ANED. Donc, je suis Baptiste Fouquet et je serai l'animateur de cette conférence qui touche au thème des océans et plus précisément qui va parler de la biodiversité maritime. Donc, comme vous le savez déjà, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Donc, ainsi, sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement Madame Élodie Pouet, qui est coordinatrice locale du groupe toulousain de Sea Shepherd et qui est membre de l'antenne nationale de Sea Shepherd France. Du coup, c'est à vous. Super, merci. Voilà, bonjour tout le monde, je suis Élodie, membre de l'association Sea Shepherd France et coordinatrice du groupe local de Sea Shepherd sur Toulouse. Sea Shepherd, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une ONG qui a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson. Paul Watson était le plus jeune cofondateur de Greenpeace. Il quitte Greenpeace à la fin des années 70 pour fonder la Sea Shepherd Conservation Society. Donc sur le slide que vous voyez, c'était le premier logo, c'est celui donc, qui est à gauche avec la baleine. Logo qui a évolué vers le Jolly Roger, qui est aujourd'hui un peu plus connu, donc ce drapeau de pirate. Pourquoi ce drapeau de pirate? Parce qu'en fait, donc Sea Shepherd, une ONG de protection des océans, qui a une philosophie de ce qu'on va appeler d'agressivité non violente, on en reparlera tout à l'heure, mais vraiment la première mission de Sea Shepherd, c'est l'anti-braconnage et donc l'action directe. Et par les différentes actions qui ont été faites par l'ONG, on a souvent été traité de pirates, et donc Paul Watson, qui a beaucoup d'humour, a décidé de dire si on nous traite de pirates, il n'y a pas de problème, on va se faire un logo de pirate. Aujourd'hui, les deux logos sont utilisés dans nos campagnes, puisqu'on a des partenariats, on va en reparler aussi un peu tout à l'heure, on a des partenariats avec des gouvernements, notamment en Afrique. Il y a de la piraterie dans les eaux africaines, et donc on a repris le premier logo donc, de Sea Shepherd Conservation Society, de Sea Shepherd Global, qui est la flotte, en fait. Voilà. On va pouvoir passer à la deuxième slide, du coup. Donc, Sea Shepherd Conservation Society, ONG de protection des océans, ça va un petit peu tout dire et n'importe quoi aujourd'hui, la protection des océans. Sea Shepherd, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, de l'anti-braconnage, ça c'est vraiment le premier axe sur lequel on va travailler. Anti-braconnage, donc tout ce qui va être pêche illégale, illicite, non déclarée, etc. Pour ça, notre premier axe, c'est de dépasser la seule protestation. C'est l'action directe via l'agressivité non violente. Donc, qu'est-ce que l'agressivité non violente? C'est l'action directe, c'est agir, c'est intervenir physiquement, on va dire, sur une zone, mais sans jamais blesser qui que ce soit. Et en plus de 40 ans d'activisme, Sea Shepherd n'a jamais blessé qui que ce soit. Donc, on a un petit peu cette réputation d'éco-terroriste. La réalité, c'est qu'on n'a jamais blessé personne. Et ça, c'est la première règle qu'on s'est fixée. Pour ce qui est de l'action directe, c'était de ne jamais blesser qui que ce soit et d'intervenir uniquement quand on constate une illégalité. Quand il y a une pratique qui va être légale mais immorale, puisque légal ne veut pas dire morale, donc quand on va constater une pratique qui est légale, on ne va pas pouvoir intervenir physiquement. Donc là, on va employer d'autres méthodes, c'est qu'on va aller sur zone, on va documenter. En fait, on va exposer donc les abus et les pratiques non durables et non éthiques. On va exposer ça auprès des médias et de l'opinion publique pour ensuite essayer de faire évoluer les lois. Et là, on arrive ensuite sur le troisième axe de tout notre travail, qui est de sensibiliser l'opinion publique aux liens essentiels qui nous relient à l'océan. Et pour ça, donc Sea Shepherd, c'est une quarantaine d'antennes nationales. Et au sein donc, de Sea Shepherd France, qui est une des antennes nationales, il y a une dizaine de groupes locaux. On va aussi en reparler un petit peu tout à l'heure, qui ont aussi des missions qui leur sont propres. Donc, on peut passer à la slide d'après. Pour ce qui est de nous relier en fait à l'océan, donc on a ce mantra, cette phrase qui est assez connue, qu'on utilise vraiment tout le temps, qui est un petit peu notre signature, c'est « si l'océan meurt, nous mourrons ». L'océan, c'est plus de 70% de l'oxygène qu'on respire. Donc c'est 2 inspirations sur 3.
ça, c'est possible grâce à la vie marine. Quand on parle d'océan, il ne faut pas penser à cette masse d'eau complètement inerte. C'est vraiment la vie marine qui fait qu'aujourd'hui, on a de l'oxygène. L'océan, c'est aussi le principal puits de carbone. C'est le principal régulateur du climat. C'est le berceau de la vie. On vient de l'océan. On a encore du sodium en nous. Donc ça, c'est les restes de l'évolution. Et c'est énormément de choses qu'on a en fait oubliées. Et aujourd'hui, l'état des océans, il est très mauvais. On en parle pour plein de choses. On en parle énormément pour la pollution plastique. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la surpêche et ce qu'on entend par surpêche, ce qu'on va entendre par pêche éthique, pêche essentielle, pêche de subsistance, pêche non essentielle, c'est un petit peu plus confus. Et c'est ce qu'on va nous essayer de faire un petit peu avec des conférences et des stands et différents événements pour essayer de remettre un petit peu de vrai dans tout ça. Donc on peut passer à la slide suivante. Notre philosophie et notre action et tout notre combat, en fait, il est basé sur le biocentrisme. Aujourd'hui, on nous représente un petit peu, quand on présente la pyramide, on représente souvent, en fait, on met l'homme tout en haut de cette pyramide et puis ensuite on met les autres maillons. Et en fait, le fait que l'homme soit en haut, ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout et qu'il est au-dessus de tout. Ça veut surtout dire qu'il dépend en fait de tous les autres maillons, avec un socle vraiment qui est tout en bas. Donc ça va être les insectes et autres. Et donc ça, c'est le biocentrisme, c'est de dire qu'on fait partie d'un tout, mais qu'on dépend aussi surtout d'autres espèces. Et sans ces autres espèces, l'humanité n'a pas d'avenir. Quand on parle de plus en plus en ce moment de véganisme, d'antispécisme, d'extrémisme et donc du coup d'anti-humain, c'est complètement faux. Les ONG environnementales sont des ONG humanitaires à long terme. Sauver l'océan, c'est pour sauver l'humanité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que c'est vrai qu'on a faut pas opposer l'homme à la nature. L'homme ne doit surtout pas s'opposer à la nature. L'homme est dans la nature et pour ça, il faut vraiment la comprendre et la respecter. D'où le biocentrisme. Donc il y a cette phrase de Paul Watson: si nous voulons survivre sur cette planète, nous allons devoir intégrer qu'il nous faut vivre en concordance avec les lois de l'écologie. Donc il y a 3 lois. La première, c'est celle de la diversité. Donc, on a besoin d'autres espèces pour survivre. La deuxième loi est l'interdépendance. Toutes les espèces sont interdépendantes. Ça, on l'observe dans l'océan quand vous surpêchez, par exemple, une espèce ou qu'il y a une espèce qui disparaît. On assiste à ce qu'on appelle des cascades trophiques. C'est qu'il y a un dérèglement en fait, dans la chaîne alimentaire. Et parfois, juste si ça touche un seul maillon ou une seule espèce, ça va vraiment tout dérégler. Donc, c'est l'interdépendance des espèces. C'est la 3e loi de l'écologie. C'est la loi des ressources finies. Il y a une limite à la croissance et une limite à la capacité de charge de la planète. Et donc là, ça fait référence à un sujet dont on parle relativement peu en matière d'écologie, mais qui est essentiel, c'est l'explosion démographique. On est bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre et la planète n'est pas faite pour nourrir 8 milliards d'êtres humains en viande et en poisson. Et en plus de les nourrir, la manière dont c'est fait aujourd'hui avec l'élevage intensif, l'agriculture intensive, la pêche intensive, et toutes ces pratiques. Et donc le fait d'avoir cette philosophie de lutter pour éveiller un petit peu voilà, certaines consciences et de bousculer un petit peu les lignes, nous a valu voilà, d'être qualifiés d'extrémistes, de personnes dangereuses ou d'éco-terroristes. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais blessé qui que ce soit en 40 ans d'activisme. On peut passer à la slide d'après. On a un respect pour le vivant, qu'il soit humain ou non humain. Vraiment, c'est pour la vie marine et parce qu'elle est essentielle pour nous. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de défendre ceux qui sont sans défense contre ceux qui sont sans scrupules.
On s'attaque à des lobbies, on s'attaque à des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et qui ont des intérêts financiers qui vont se défendre face à nos actions. Et on va avoir cette impression de violence. Et dans les images et les vidéos qu'on va ramener de nos différentes campagnes, puisque Sea Shepherd, c'est une trentaine de campagnes internationales, on va avoir un petit peu cette impression qu'on est violent. En fait, on ne fait qu'exposer ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est un peu ça. Donc là, j'ai mis quelques exemples. La photo qui est en haut à gauche, c'est une photo qui a été prise pendant l'opération Dolphin Bycatch, avec un dauphin qui est mutilé avec la queue coupée. Alors pourquoi il a la queue coupée? En fait, quand ils sont pris au large de la France, vous avez des navires de pêche qui font ce qu'on appelle de la pêche non sélective. Donc on va avoir différentes pratiques de pêche. Et en fait, ils vont pêcher sur les zones de vie des dauphins, donc on en capture. Et quand ils sont pris dans les filets, en fait, ils vont, s'il y a un dauphin qui est pris dans la maille du filet, plutôt que pour ce qu'on va appeler le démaillage, pour sortir le dauphin, parfois on va lui couper les nageoires, comme ça on n'abîmera pas le filet. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé énormément de dauphins mutilés aussi sur les plages. Au niveau des chiffres, les estimations de l'observatoire Pélagis, donc on est sur une moyenne de 11 300 dauphins tués au large des côtes françaises l'année dernière, ce qui est absolument massif, puisque ça fait qu'on est un des pays qui tue le plus de dauphins au monde, pour une pêche qui n'est pas vraiment essentielle. Quand on parle de pêche essentielle, de pêche de subsistance, ça représente 3% de la pêche dans le monde, c'est-à-dire vraiment un pays qui ne va pas avoir d'autres options de protéines, d'autres options de nourriture que le poisson. Pour nous, ce n'est pas le cas, et donc du coup, on doit vraiment avoir une pêche qui est responsable et qui est éthique. Et là, on voit par exemple que ce n'est pas le cas. Donc, d'où cette banderole: des milliers de dauphins comme celui-ci meurent chaque année en France pour que vous puissiez manger du poisson. Ça fait pas plaisir, ça fait mal, mais malheureusement, c'est une réalité. On a ensuite sur la photo du bas, ça c'est les Grindad Rap, donc c'est les massacres qui ont lieu aux îles Féroé tous les ans. Donc là, on est sur un autre type de massacre que celui qu'on pratique nous en France, puisque nous, on va parler de capture accidentelle, même si on opère sur les lieux de vie des dauphins et qu'on le sait. Donc c'est des dauphins qui sont sacrifiés. Là, c'est vraiment un massacre qui est ciblé, qui est volontaire. Donc les îles Féroé, c'est un très très gros dossier, parce que ça a été une très grosse campagne. Ça a été mis en lumière l'année dernière également par Hugo Clément, qui nous avait accompagnés là-bas, et qui a permis de documenter ce massacre qui était pas forcément connu de tout le monde, mais voilà. Les îles Féroé dépendent du Danemark, qui sont dans l'Europe, qui ont signé un traité de protection des cétacés, et qui pourtant, le Danemark continue à protéger le Grind et à envoyer la marine danoise contre nous. Donc aujourd'hui, on n'avons plus l'autorisation d'avoir accès à leur espace maritime. Et les seules choses qu'on peut faire, c'est continuer à documenter à terre ces massacres pour pas que ça tombe dans l'oubli. Sur la photo à droite en haut, on a par exemple, là c'est une photo qui a été prise dans un élevage de saumon en Colombie-Britannique. En fait, c'est du saumon de l'Atlantique qui est élevé dans les eaux du Pacifique, donc on est déjà sur un non-sens. Et ce qui se passe, c'est que le saumon d'élevage, à l'instar de beaucoup de poissons d'élevage, en fait, est dopé de plein de médicaments, d'antibiotiques. Ils ont beaucoup d'infections, il y a des poux de mer, c'est assez sale. Voilà. Donc on essaie de documenter sur les dérives le poisson d'élevage. C'est souvent avancé comme la solution pour l'avenir, le poisson d'élevage, et puis on va dire la solution pour laisser le poisson sauvage se régénérer, sauf que le poisson d'élevage est en partie nourri avec du poisson sauvage, donc c'est du poisson fourrage, on appelle ça, parce que en fait les poissons
sauvages qui vont être donnés aux poissons d'élevage sont pêchés avec des navires-usines. Donc c'est vraiment on en a filmé plusieurs. C'est vraiment atroce comme vision. Il y a un rejet au niveau des captures accidentelles, entre guillemets. C'est assez affreux aussi. Donc on alerte un petit peu sur tout ça. On a également alerté, bien entendu, sur la captivité. Donc Marineland, Planète Sauvage et Parc Astérix pour la France avec les cétacés. Ça, c'est un combat qui est mené de toute manière à l'international aussi. À droite du slide en haut, ce qu'on voit, ce sont des requins. Donc là, on est sur un navire au large de l'Afrique. Donc là, c'est lutter contre le trafic d'ailerons de requins. C'est un énorme problème par rapport au braconnage, puisque sur le marché asiatique, les ailerons de requins se vendent à prix d'or et il y a un réel massacre en cours. Alors, il faut savoir que l'Europe est une des plus grandes plaques tournantes pour ce qui est on va dire du commerce d'ailerons, parce que c'est pas forcément du trafic, mais c'est du commerce d'ailerons de requins. Donc, on alerte sur ça aussi. Et puis, sur la photo qui est en bas à droite, on est sur du braconnage de tortues. Donc là, c'est une opération française également qui s'appelle Nyamba, qui a lieu à Mayotte. À Mayotte, Mayotte, c'est le plus jeune département français. C'est un département qui est complètement oublié et à l'abandon. Et aujourd'hui, les tortues sont tuées pour leur chair qui est revendue au marché noir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on patrouille et on veille les tortues quand elles remontent pour pondre. On reste à côté d'elles pour être certain qu'elles ne se fassent pas massacrer, qu'elles puissent regagner l'océan. Et notre seule présence a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de braconnage sur le temps où on était. Malheureusement, on ne peut pas y être 12 mois sur 12, on aimerait bien, mais on a des moyens qui sont très limités parce que si Shepherd France refuse les subventions, on peut uniquement faire toutes ces campagnes grâce aux dons. On peut y être de plus en plus longtemps chaque année. Là, cette année, c'était très particulier avec le Covid. L'opération a seulement repris le mois dernier. Normalement, on y est du mois de juin au mois d'octobre. Là, on y est depuis le mois dernier. On y sera normalement jusqu'au début décembre. Après, ça reste à voir parce que le contexte sanitaire est vraiment très, très particulier. Mais en tout cas, le simple fait une simple présence sur une plage permet d'éradiquer en tout cas ce massacre. Voilà. Donc, on arrive quand même aussi à faire des choses. C'est sûr que techniquement, c'est à l'État de faire les choses, mais on est là aussi pour pallier à ce manque, même si on a tout à fait conscience que c'est pas notre rôle et on aimerait bien faire d'autres choses. Donc, on peut aller sur la slide suivante. Je vais reprendre un tout petit peu plus en détail sur nos méthodes d'action, et même de la manière dont on médiatise, dont on communique un petit peu sur tout ça. Pour l'opération Dolphin Bycatch, donc l'opération française, comme on ne peut pas intervenir physiquement et on ne peut pas empêcher les navires français de pêcher, de capturer des dauphins, on ramène des images et on montre un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que au niveau de la publicité, que ce soit pour la viande ou pour le poisson, c'est toujours un petit peu la même communication, c'est que c'est très lisse. On n'a pas vraiment l'envers du décor. Il y a par exemple, L214, quand ils diffusent des vidéos d'abattoirs, c'est assez choquant. Ça, des personnes qui ont remis un petit peu en question leur consommation de viande. Donc nous, vraiment, notre but, c'est pas de dégoûter ou autre, c'est vraiment d'alerter, de montrer la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a une consommation en poisson en fait, qui a doublé en 50 ans. Et cette consommation de poisson fait qu'aujourd'hui, on a une présence, en fait, un effort de pêche qui est absolument énorme. Et on a différentes méthodes de pêche.
qui ne sont pas sélectives. Donc, il y a la pêche au chalut, il y a les filayeurs et d'autres, voilà, tout ce qui va être en fait au filet qui sera pas sélectif. Il y a un réel manque de communication et de transparence là-dessus. Il y a une réelle opacité du secteur de la pêche. Et donc, nous, on milite avec cette opération Dolphin Bycatch. On milite pour ce qu'on appelle le remote monitoring. Ça a été fait dans d'autres pays. Donc, imposer des caméras de surveillance à l'arrière des navires pour filmer les remontées de filets. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la communauté scientifique, les ONG et même certains professionnels du secteur qui doivent collecter des informations, c'est très, très compliqué. Et on se base en fait sur des estimations. Quand on prend par exemple les statuts de conservation de l'IUCN, donc qui est l'Union mondiale pour la conservation de la nature, qui va dire en fait si telle espèce est en danger, en voie d'extinction, vulnérable, etc., etc. Bah, c'est aussi très très compliqué pour eux. Et l'avantage de ce remote monitoring, c'est que ça permettrait de contrôler en direct ce qui se passe. Ça nous permettrait aussi d'identifier quelles sont les pêcheries les plus responsables dans les captures de dauphins, sur quelles zones, à quels endroits, et on pourrait ensuite améliorer les pratiques de pêche et puis rendre vraiment compte aussi du nombre de dauphins qui sont tués chaque année, puisque les 11 300, donc ce chiffre qui est avancé par l'Observatoire Pélagis, on est sur une moyenne et sur une estimation. Donc ça peut être beaucoup plus, ce qui serait complètement dramatique. Aujourd'hui, on a publié pas mal de vidéos d'agressions de pêcheurs et autres qu'on a rencontrés en mer au large de la Bretagne notamment. Le contexte est vraiment très très compliqué et en fait le fait que le milieu de la pêche refuse à ce point des caméras pour filmer les remontées de filets, c'est assez révélateur et c'est vrai qu'on a eu pas mal nous de témoignages de pêcheurs qui ont envie de revoir leur pratique et qui en ont marre un petit peu d'avoir des dauphins dans leur filet, mais des requins aussi, puisqu'il n'y a pas que des dauphins. Dolphin Bycatch, c'est une opération qui cible en premier lieu les dauphins, puisque les dauphins sont une espèce protégée sur le papier. Mais ça nous a permis aussi de parler d'autres espèces qui ont un capital sympathie qui est moins grand que celui des dauphins. Par exemple, les requins, qui n'ont pas un très gros capital sympathie. C'est très, très dur de plaider la cause des requins. Donc, c'est pour ça, les dauphins, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, qui vont permettre de pouvoir communiquer et de parler d'autres espèces. Et donc du coup voilà, ouais, cette opération elle est assez compliquée et on les gêne absolument pas dans leur travail, puisqu'on les laisse pêcher, même si eux disent un petit peu le contraire. Mais il y a un bras de fer qui est en train de se jouer, et le Conseil scientifique européen avait établi plusieurs scénarios pour la France, puisqu'on a porté plainte au niveau européen et au niveau national auprès du tribunal administratif contre la France. Donc on a réussi à faire condamner l'État français pour inaction, puisque ce type ces pratiques et ces captures, ça fait 30 ans en fait que ça dure. Donc on a réussi à les faire condamner pour inaction. Et parmi les scénarios du Conseil scientifique européen, il y avait notamment une fermeture spatio-temporelle des zones de pêche, qui a été complètement refusée par Annick Girardin, donc la ministre de la Mer. Donc là, on sait qu'on va vers un combat qui va être assez compliqué, autant sur le terrain avec nos patrouilles que sur le plan juridique, puisque les expositions de dauphins qu'on a faites, comme sur la slide précédente où on voyait le dauphin à terre avec la banderole, on a eu des bénévoles qui ont été placés en garde à vue pour transport illégal d'espèces protégées. Donc aujourd'hui, nous, on est en garde à vue pour transport illégal d'espèces protégées.
Mais derrière, il n'y a rien qui est fait par l'État pour protéger ces espèces encore en vie au large des côtes. Donc c'est une campagne en fait qui touche à beaucoup de choses. Et c'est vrai que bon, au niveau des critiques qu'on reçoit, c'est oui, vous feriez mieux d'aller vous concentrer sur les navires-usines, vous feriez mieux d'aller voir ce qui se passe au large des côtes africaines, etc., etc. Bon, ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas parce que en fait, au large des côtes africaines, on y est, et on y est avec l'aide des gouvernements africains qui nous appellent, contrairement à la France qui refuse en fait de nous entendre. Et pour ce qui est des navires-usines, on a été filmer les navires-usines, on a montré ce qu'ils faisaient. Maintenant, quand vous avez un petit filayeur où on va se dire c'est pas lui qui va faire du mal, c'est un petit filayeur, il fait moins de 15 mètres, c'est considéré comme étant de la pêche artisanale. En fait, là, les 2 photos qui sont là, c'est fait par des petits navires, entre guillemets, considérés comme de la pêche artisanale. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut un peu démystifier, ce petit pêcheur et cette petite pêche artisanale, parce que des petits bateaux comme ça, alors il est un petit bateau, mais on ne sait pas combien de kilomètres va faire le filet. Ça peut être 10, ça peut être 15, 20, 30 kilomètres de filet. Et des filayeurs, dans le golfe de Gascogne, ils en avaient jusqu'à 400. Donc en termes d'impact, ils auront un impact absolument immense sur ça. Et ils font une pêche qui n'est pas sélective. Donc oui, l'impact est très grand. Et ça, le sujet est très très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Rapidement, du coup, sur la slide d'après, donc c'est Opération Nyamba. Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais être assez brève sur cette opération. Elle a lieu en ce moment, donc pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. On fait pas mal de retours par rapport aux bénévoles qui sont sur place. C'est des missions qui sont très physiques et très très compliquées. C'est des patrouilles qui se font de nuit. Nous, on n'est pas armés, hein. On est une ONG, donc on n'a pas d'armes, on n'a pas d'autorité particulière non plus. Et on est face à des braconniers qui, eux, sont armés. Donc, il y a un risque, forcément. Ça se fait de nuit, en statique, il fait très froid, il y a la fatigue. Parfois, il faut escalader pour rejoindre une plage parce que c'est marée haute. Donc, il y a une vraie condition physique à avoir pour cette campagne. Et puis, la situation aussi à Mayotte fait que tout est très, très, très compliqué. C'est vraiment un département qui est à l'abandon, et il y a un contexte social qui fait que c'est particulièrement sensible également. On peut passer à la slide d'après pour parler assez rapidement de ce qu'on fait aussi au niveau local. Donc là, bon, j'ai pris ce qui se faisait du côté de Toulouse pour que ça parle un petit peu plus. Sur l'image de gauche, donc c'est une mobilisation qu'on a tenu à faire en fait par rapport à l'ours qui a été abattu en Ariège en juin cette année. On avait fait une récompense de 10 000 €. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on est habitués à faire. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait en France, mais là, ça a vraiment fait parler cette fois-ci. On avait mis 10 000 € et en fait, des dons de particuliers et d'entreprises ont fait que c'est monté jusqu'à 50 000 €, donc récompense de 50 000 € pour tout témoignage permettant de faire condamner le ou les braconniers qui ont tué jeune ours en Ariège. Donc c'était en juin 2020. Ça a fait énormément jaser en positif comme en négatif. C'est une pratique qui est anglo-saxonne, qui est pas vraiment, qui se fait pas énormément en France. Mais pour nous, ça a fait sens. On l'assume complètement et on y a répondu d'ailleurs à de multiples reprises. Et donc ces affiches-là, on a été les mettre en Ariège également de nuit. Sur l'été. Et aujourd'hui, on est toujours mobilisé sur cette histoire, bien entendu. Le contexte est encore une fois très, très particulier. On a sur la deuxième image au milieu, donc là, c'est ce qu'on avait fait pour la journée mondiale de l'océan l'année dernière. Donc, c'était avec l'autorisation de la mairie de Toulouse, des graphes au sol. Donc, c'était avec de la peinture à la craie. Pour rappeler un petit peu le lien entre terre et mer, notamment avec la Garonne qui finit dans l'Atlantique et le canal du Midi dans la Méditerranée.
Donc, ne rien jeter, ceci est une porte sur l'océan. On avait fait ça un petit peu partout. En bas, avec le Labo Arcane, qui est un shop de tatouage à Toulouse, on avait fait une levée de fonds. Ils avaient reversé l'intégralité des bénéfices d'une journée de tatouage à l'assaut. Après, on fait aussi des présentations en scolaire. Donc, on fait vraiment de maternelle, primaire, jusqu'à l'enseignement supérieur. Et puis en haut, vous voyez un petit peu notre champ d'action au niveau de Toulouse, parce qu'il n'y a pas de groupes locaux pour le moment sur la façade atlantique. Donc on intervient, donc ça peut être pour des événements, ça peut être du festif, et heureusement il en faut, mais on fait aussi on a beaucoup de personnes qui nous alertent, des lanceurs d'alerte, voilà, qui vont nous parler aussi un petit peu de différentes problématiques qu'ils constatent. En général, c'est du braconnage. Il y a beaucoup de braconnage en France. Donc, ça va être des enquêtes et des choses comme ça. On peut passer à la slide d'après. Et je vais finir sur ça. Qui est une site... Ouais. On va bientôt passer aux questions-réponses, donc il faudrait conclure assez rapidement. Ouais, voilà, je vais conclure avec cette slide-là, qui est une phrase donc de Lamia Essemlali, qui est la présidente Sea Shepherd France, qui est peut-être ce qui veut un petit peu on va dire conclure. Je pense que c'est la meilleure phrase. Donc, c'est parce qu'on va choisir de mettre dans notre assiette qu'on aura le plus grand impact sur la planète. Et voilà. Donc là, je pense que c'est un petit peu... pour conclure, c'était ce qu'il fallait dire. Voilà. Du coup, c'est bon. J'ai fini. Ok. Super. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions-réponses, des questions plutôt. Donc, en attendant que le public pose des questions, moi, je vais en avoir quelques-unes. En gros, quels sont les profils des bénévoles? Est-ce qu'il faut avoir des diplômes ou des compétences en particulier Alors, au niveau des bénévoles, il y a différentes manières en fait de rejoindre Sea Shepherd. On peut partir en campagne en mer, on peut partir en campagne à terre, on peut être bénévole aussi au sein d'un groupe local sans forcément partir en campagne sur le terrain si on ne se sent pas de le faire ou autre, mais qu'on veut aider. Pour partir en mer, ça va dépendre aussi du poste qu'on veut avoir. On a des personnes qui vont être qualifiés, qu'on va mettre par exemple dans l'équipe média. Donc, il va y avoir des vidéastes, des photographes. Ensuite, on va avoir un chef de cuisine. Au niveau de la cuisine, toutes nos campagnes sont véganes. Donc, du coup, ce sera un chef de cuisine qui sera vraiment spécialisé en nourriture végane. Et on mange très, très bien à bord, et on mange très très bien quand on est en campagne. On ne peut pas se permettre d'avoir de toute manière de la fatigue ou autre quand on est pendant des heures en mer ou sur le pont. Donc c'est vraiment des vrais chefs de cuisine. Et on a aussi après, bien entendu, le capitaine avec des maîtres de pont. On a un chef mécanicien. Donc ça, c'est des postes qui vont vraiment demander des compétences techniques. Et après, on a des personnes qui viennent pour aider, donc qui vont apprendre en fait directement à bord en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Et donc là, il n'y a pas besoin de compétences. On va dire que ce qui va être demandé, ça va être d'être disponible. Voilà. Il faut être disponible sur une campagne qui peut durer 3, 4, 5 ou 6 mois. Et ensuite, quand on est à terre, c'est un petit peu la même chose. Les campagnes peuvent être plus courtes. On peut avoir besoin de quelqu'un pendant 2 semaines ou 1 mois. Et puis, quand on est bénévole au sein d'un groupe local, ça va être aussi, encore une fois, d'être disponible. Et puis voilà, après, pour toutes les personnes, de toute manière, qui veulent nous rejoindre, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail en expliquant un petit peu pourquoi ils veulent nous rejoindre. Et puis,
Il y a tellement de choses qui sont faites au niveau de l'association que très honnêtement, toutes les personnes qui veulent aider sont les bienvenues. Il y a un poste absolument pour tout le monde. Après, c'est sûr que pour certaines campagnes, pour certaines missions, il y aura des compétences qui seront demandées. Okay. Donc, dans le chat, il y a Clara qui nous demande pourquoi Sea Shepherd refuse les subventions de l'État. Alors, on refuse les subventions pour rester libre dans nos actions et libre dans nos paroles. Donc, c'est très important pour nous d'avoir cette liberté de pouvoir agir absolument comme on le souhaite. Et aujourd'hui, cette liberté, pour l'avoir totalement, il faut qu'on refuse les subventions. En fait, on va dénoncer des choses qui sont tellement sensibles, qui vont toucher à des lobbies, à des intérêts qui vont être économiques et qui vont être intimement liés à l'État. Et donc, pour pouvoir le faire de manière honnête et sereine, on doit refuser les subventions. Voilà. Ok. Après, il y a Marius qui nous demande si c'est problématique dans les recrutements d'avoir un peu une image anti-système ou du moins qui défie un peu l'autorité. Très honnêtement, on a un petit peu de tous les... On a vraiment de tous les profils au sein de Sea Shepherd. C'est apolitique, c'est areligieux, donc c'est la cause vraiment qu'on défend, la cause commune, c'est la protection du vivant et de l'océan. Après, on a tous des opinions qui vont être plus ou moins personnelles. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit sur un navire, enfin en tout cas ou en campagne, et ça, il y a différents livres de Lamia Semlali ou de Paul Watson qui expliquent un petit peu pourquoi c'est comme ça. Sea Shepherd, c'est pas une démocratie. On fonctionne vraiment comme sur un navire, c'est-à-dire qu'il y a un capitaine et son rôle, c'est d'assurer la sécurité des personnes qui sont autour. Donc, je ne sais pas si la question, c'était vraiment ça, mais après, des personnes qui nous rejoignent, elles ont le droit d'avoir absolument, si elles sont anti-système, elles sont anti-système. Si elles ont quand même un peu confiance au système ou qu'elles pensent qu'il doit être un peu différent, chacun a ses opinions. À partir du moment où, en fait, on respecte, quand on est en campagne, le déroulé de la campagne avec les consignes, c'est toujours pour nous protéger parce qu'on est sur des campagnes qui sont en général assez dangereuses. Mais on n'a pas que des personnes qui sont forcément anti-système. Après, un système, c'est assez compliqué à définir. Après, je pense qu'on est quand même tous plus ou moins d'accord pour dire que pour ce qui est de notre gouvernement en France, peut-être il y a des gouvernements où ça va mieux, mais pour ce qui est de notre gouvernement et de notre système et la manière dont il est fait, c'est sûr qu'on ne prend pas la bonne direction. Ok. Donc, après, il y a Ainoa qui nous dit « Merci beaucoup, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Pourrait-on connaître quelques-unes de vos victoires ?» Alors, au niveau de nos victoires, il y a des petites victoires, il y a des grandes victoires. La plus grande, je dirais que c'est le fait que le Japon soit sorti de la Commission baleinière internationale. En fait, parmi les campagnes qui ont fait connaître Sea Shepherd, il y avait les campagnes en Antarctique qui ont duré plus d'une dizaine d'années. Tous les ans, les Japonais allaient dans le sanctuaire antarctique pour tuer des baleines et eux, ils disaient que c'était sous couvert de recherche scientifique, alors que tout le monde savait, au niveau international, tout le monde savait que c'était pour vendre de la viande de baleine. Donc nous, on y a été pendant des années pour les empêcher physiquement. Donc là, c'était de l'action directe parce que c'était illégal ce qu'ils faisaient. Et le fait de tous les ans de les embêter, en fait, ils baissaient à chaque fois le quota. Et on a commencé à leur coûter très cher. C'est-à-dire que ils n'en pouvaient plus en fait de nous voir. Donc ils ont commencé à installer vraiment leur bateau avec des systèmes de l'armée, des satellites. Ça leur a coûté très très cher, à tel point que c'est devenu un gouffre financier en fait pour eux.
On a continué à faire pression tous les ans. Et donc là, le Japon a quitté la Commission baleinière internationale. Donc, il y a eu plein de choses par rapport à ça parce qu'au niveau des médias, ça a été assez mal expliqué. C'est-à-dire qu'on disait le Japon reprend la chasse à la baleine. En fait, ils ne l'ont jamais arrêté. C'est juste qu'ils ont quitté la Commission baleinière internationale. Donc, ils n'ont plus le droit d'aller dans le sanctuaire antarctique, qui pour la première fois est devenu un vrai sanctuaire baleinier, alors qu'il ne l'était pas avec la présence des Japonais. Mais ils ont continué à la pratiquer dans leurs eaux territoriales. Mais ça, en fait, ça a jamais arrêté, quoi. Ils ont toujours fait cette chasse à la baleine, mais ça a été, oui, une victoire d'avoir un vrai sanctuaire baleinier en Antarctique. Donc là, oui, ça a fait partie des victoires. Et après, au niveau national, au niveau des victoires, ça a été de réussir à faire condamner l'État français pour l'inaction par rapport à la situation des dauphins, même si c'est des mesures qu'on attend, mais on voit en tout cas que oui, il y a une illégalité au niveau national. Ça a été aussi des procès qui ont été faits sur du braconnage sur un pêcheur, par exemple, dans les Landes. Le fait qu'on ait réussi à retrouver celui qui avait décapité des phoques dans les Hauts-de-France grâce à une récompense à l'époque de 10 000 euros, un petit peu sur le même système que pour l'ours. Donc après, il y a plein de petites victoires aussi comme ça. Et pour le reste, on va dire que ce n'est pas des défaites, c'est juste que le combat continue. Ok. Donc, question de timing, je vais vous poser une dernière question rapide et après on va devoir boucler la conférence. Donc, il y a Laurine qui nous demande si un étudiant peut être bénévole sur une campagne qui dure plusieurs mois ou est-ce qu'il faut une présence journalière sur les campagnes? Non, il faut être présent justement plusieurs mois et en fonction des campagnes, en fait, il y aura besoin de plus ou moins de temps disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est tous bénévoles. Sea Shepherd France, non seulement on refuse des subventions, mais en plus on n'a pas de salariés. On est tous bénévoles. On a une mandataire sociale. Et ça, en fait, toutes ces campagnes qu'on arrive à faire, parce qu'en fait, au final, on a des petits budgets par rapport à d'autres ONG et associations, mais on arrive à faire tout ça vraiment parce qu'il y a une passion et vraiment une envie des personnes à défendre ça. Mais c'est toujours bénévolement. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on part en campagne, c'est à nos frais. Alors, on est nourri et logé sur place le temps de la campagne, si on est à bord, mais il faut payer, par exemple, son billet, s'il faut partir pour une campagne qui se passera... Bon, si c'est en France, c'est plus facile. Mais par exemple, si c'est partir à Mayotte, l'aller-retour entre la France, la métropole et Mayotte est à la charge du bénévole. Mais après, il y a différentes campagnes un petit peu partout. Et puis, on peut rejoindre aussi, si on parle anglais, par exemple, on peut rejoindre UK sur les campagnes de documentation aux îles Féroé. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Mais du coup, si cette intervention, voilà, elle a plu et que les personnes ont des questions, ils peuvent nous écrire. Donc, l'adresse mail du groupe local de Toulouse, c'est gl.toulouse@seashepherd.fr ou après directement via le mail général contact@seashepherd.fr. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et d'avoir pris Merci à vous. de répondre à nos questions. Donc, sachez que l'intervention sera rediffusée sur YouTube de TBS. Et pour conclure, il reste des conférences aujourd'hui et demain. Donc, on se donne rendez-vous aux autres conférences pour ceux qui ont assisté. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Au revoir. Au revoir.